Salut à tous, bienvenue sur France Monde. Les médias du régime, qui se donnent le nom de Fox News, sont en plein effondrement pendant que les propagandistes de Trump enchaînent certaines des apparitions télévisées les plus lamentables et les plus humiliantes en direct pour tenter de défendre la guerre désastreuse contre l'Iran. Ils essaient de faire croire que tout se déroule exactement comme prévu. Leur argument, au fond, c'est que ils savaient que le détroit d'Ormuz allait être fermé par l'Iran et que c'est pour cela qu'ils ont envahi en premier lieu. En même temps, ils se plaignent que, en lisant le New York Times, on aurait l'impression qu'ils ont des difficultés dans cette guerre, alors qu'ils affirment qu'ils vont très bien et que l'Iran est totalement décimé, anéanti et en train de supplier pour obtenir un accord. Cette position n'a aucun sens. Parce que ce qu'on voit réellement en ce moment, c'est l'Iran qui intensifie les choses pendant que les États-Unis et Israël manquent de munitions. C'est tout simplement un fait incontestable. Apparemment, quand la stratégie s'effondre, on s'attend à ce que les éléments de langage fassent le gros du travail. Même certains propagandistes de Fox ne semblent pas vouloir être vus en ce moment en train de parler à ces responsables de la Maison-Blanche. Alors c'est Lara Trump, la belle-fille de Donald Trump, qui a fini par mener la grande entrevue avec Caroline Leavitt, la principale propagandiste de Donald Trump. Et ça ne s'est pas bien passé. C'était l'une des entrevues les plus humiliantes que j'ai jamais vues. Je dirais que c'est au-delà de la parodie, mais je ne veux même pas rattacher cela à quelque chose de drôle, parce qu'il s'agit d'une guerre désastreuse, du plus grand choc pétrolier de toute l'histoire du monde. Nous avons déjà eu 13 militaires tués dans cette guerre, 200 blessés, et beaucoup d'autres grièvement blessés aussi. Nous ne savons même pas si ces chiffres sont réels, parce que le régime Trump ment sur tout. Et à chaque jour qui passe, la situation empire. Les déclarations de Donald Trump deviennent de plus en plus absurdes et extravagantes, et elles donnent une image de plus en plus faible des États-Unis. À un certain point, la salle de presse commence à ressembler moins à un centre de commandement qu'à un décor de scène dont les lumières vacillent. Quand on regarde cela fait par fait, étape par étape, les mensonges deviennent évidents en temps réel. Caroline Leavitt a présenté la situation comme si le véritable scandale n'était pas la guerre elle-même, mais la façon dont elle était rapportée. Pourtant, la chose vraiment abjecte ici, c'est la guerre. La chose abjecte, c'est de faire exploser une école primaire avec des missiles Tomahawk, de tuer 150 petites filles ou plus, puis de mentir à ce sujet. La chose abjecte, c'est la conduite du régime Trump. Pourtant, Leavitt a présenté le problème comme étant la couverture médiatique, en se plaignant que des gens parlaient à CNN et en laissant entendre que l'administration avait été mal préparée à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. Selon elle, la Maison-Blanche travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour s'assurer que le peuple américain comprenne à quel point cette opération avait été un immense succès au cours des 2 dernières semaines, que les reportages des médias traditionnels étaient abjects, que les journalistes traitaient des sources anonymes comme une vérité d'évangile sans vérifier auprès des personnes réellement présentes dans la pièce, et que le reportage de CNN affirmant que l'administration était mal préparée à la fermeture du détroit d'Ormuz était catégoriquement faux. Elle insistait sur le fait que le Pentagone tenait compte de cela dans sa planification depuis le tout début et que l'administration prenait des mesures concrètes pour y répondre. C'est le vieux tour qui consiste à gronder le miroir parce que le reflet refuse de collaborer. Cette défense ne fait que rendre la réalité générale encore plus accablante. S'ils savaient que cela allait arriver, alors la question évidente est de savoir pourquoi ils n'ont pas traité sérieusement avec les nations arabes impliquées dans tous ces arrangements de quiproquo, de pay for play avec Donald Trump. Ces pays ne construisaient pas des tours Trump ni ne donnaient de l'argent à la famille Trump pour la crypto parce qu'ils les appréciaient. Ils croyaient que c'était ce qu'ils devaient faire pour obtenir une protection. Mais ils n'ont pas obtenu cette protection. Donald Trump a plongé tout le Golfe dans la guerre. Personne ne va au Qatar en ce moment. L'industrie du tourisme est morte. Qui va à Doha en ce moment, à part les habitants du Qatar? Abu Dhabi peut lui aussi faire ses adieux. Donald Trump a ruiné à long terme les économies de ces pays du Moyen-Orient. Et en ce moment, l'Iran n'a jamais été aussi puissant dans cette région. C'est tout simplement un fait. Tous ces pays essaient maintenant essentiellement de conclure
des accords bilatéraux avec l'Iran. Pendant que Donald Trump est dehors à vociférer comme un dément, en prétendant que l'Iran veut conclure un accord avec les États-Unis et que c'est lui qui ne veut tout simplement pas encore d'accord. Ce n'est pas vrai, et chaque fois qu'il dit ce genre de choses, il a l'air plus stupide et plus faible de jour en jour. La protection a été vendue comme une marque de luxe, puis livrée comme un chèque sans provision. Levitt a ensuite essayé de rejeter la faute sur le New York Times, en laissant entendre qu'en ouvrant ce journal, on croirait que l'Iran est en train d'écraser les États-Unis, alors qu'en réalité, selon elle, c'est l'inverse qui est vrai. Sa position était que le journal avait délibérément omis des faits dans son article, que l'administration l'avait forcé à publier une correction et que le public devait faire plus attention à ce qu'il disait. Quand les faits refusent d'embellir le scénario finit soudainement par déclarer la guerre aux faits. La réalité est plus complexe et beaucoup plus laide. Les États-Unis et Israël bombardent fortement Téhéran et l'Iran. Les grandes villes sont durement frappées. Des hôpitaux, des écoles primaires, des installations de dessalement et des dépôts d'énergie sont détruits. Ce genre de guerre retourne toute la population. Même s'il avait déjà pu exister une partie de la population susceptible d'appuyer les États-Unis, cette partie soutient maintenant l'ayatollah et se rallie autour de l'ayatollah. Il s'agit d'une guerre asymétrique où l'usure va être l'enjeu central. Et sans objectif défini, personne ne sait même pourquoi les États-Unis sont en Iran au départ, sinon parce que Netanyahou allait envahir en premier, ce qui est exactement ce que Marco Rubio et Trump avaient affirmé au départ comme raison de l'intervention américaine. Voilà ce qui arrive quand une guerre est vendue à coups de slogan puis gérée par improvisation. Nous sommes maintenant dans une guerre d'usure et les États-Unis perdent de jour en jour. L'Iran a encore ses drones et ses missiles balistiques. Il continue de tirer et d'intensifier les choses dans les pays voisins. Le prix du pétrole est hors de contrôle. L'Amérique continue de perdre davantage de militaires. C'est un désastre. Cela ne va pas bien. Il faut reconnaître la situation telle qu'elle est et chaque jour, Donald Trump pose de nouveaux gestes qui aggravent encore et encore la situation parce qu'il s'est enfermé lui-même et avec lui les États-Unis dans un piège mortel évident en suivant Netanyahou en Iran. C'est pour cela que le message de Levitt sur le prix de l'essence est si absurde. Son argument était qu'il ne s'agissait que d'une perturbation temporaire à court terme des prix mondiaux du pétrole, que le président allait finalement corriger cela en éliminant le régime terroriste iranien renégat, et que le fait que des terroristes prennent l'industrie pétrolière mondiale en otage en menaçant de fermer le détroit d'Ormuz démontrait justement pourquoi le président Trump devait lancer cette opération au départ. Selon elle, le monde ne peut pas vivre sous la menace de terroristes islamiques radicaux capables de prendre en otage le marché pétrolier et l'économie mondiale. Dans cette version des faits, l'incendie est présenté comme la preuve que l'incendiaire était visionnaire. C'est un argument d'une circularité et d'une absurdité étonnante. L'affirmation, c'est que l'invasion était nécessaire parce que l'Iran avait la capacité de perturber l'économie mondiale. Puis, une fois que l'invasion a provoqué des représailles et déclenché ce qui est en réalité le plus grand choc pétrolier de l'histoire du monde, l'administration présente cette conséquence même comme une preuve que l'invasion était justifiée. Autrement dit, ils ont envahi pour prouver que l'Iran pouvait fermer le détroit d'Ormuz et maintenant qu'ils l'ont démontré, ils agissent comme si cela équivalait à une mission accomplie. Cela n'a absolument aucun sens. C'est une stratégie par désastre autoréalisateur, suivie d'un discours de victoire. Caroline Levitt a aussi essayé de faire valoir que les actions affaiblies de l'Iran parlent d'elles-mêmes et prouvent à quel point cette opération a été un succès, en affirmant que l'Iran n'a plus de missiles balistiques, plus de drones, et qu'il a été en pratique éradiqué et décimé.
tout le cadrage autour d'elle reposait sur l'idée que le nouveau guide suprême aurait prétendument dit aux voisins du Golfe que les bases militaires américaines devaient être retirées de leur pays et qu'un autre haut dirigeant survivant s'était adressé à Donald Trump sur X en écrivant « Watch out for yourself lest you be eliminated ». Cela était présenté comme une preuve que le régime essayait désespérément de se reconstituer pendant que des gens à l'intérieur même des États-Unis auraient soi-disant souhaité l'échec de la mission. La réponse de Leavitt était que ce qu'il restait du régime iranien et de ses terroristes radicaux, c'était surtout beaucoup de paroles vides, tandis que leurs actions affaiblies démontraient elles-mêmes le succès de l'opération. Elle affirmait qu'après seulement 2 semaines, la marine du régime iranien avait été totalement anéantie, que la quasi-totalité de sa menace balistique avait été éliminée, que les attaques de missiles balistiques avaient chuté de 90%, que les capacités de drones avaient chuté de 95%, que plus de 65 navires avaient été coulés, que plus de 6000 cibles avaient été frappées dans tout le pays, et que cette mission continuerait jusqu'à ce que tous les objectifs fixés par le président Trump et le secrétaire à la guerre aient été atteints. Selon cette logique, plus il reste de missiles en vol, plus le communiqué devient impressionnant. Cette version est frontalement contredite par ce qui se passe réellement. Comme Yarelab Trofamov l'a expliqué hier, dans les seuls Émirats arabes unis au cours des dernières 24 heures, l'Iran a tiré 9 missiles, après en avoir tiré 7 la veille, 10 jeudi, 13 mercredi et 8 mardi. Le rythme des attaques de missiles iraniennes est jusqu'ici essentiellement intact. À cela s'ajoute le fait que l'ambassade américaine à Bagdad a demandé à tous les citoyens américains de quitter immédiatement l'Irak samedi après que l'ambassade a été attaquée. Aux Émirats arabes unis, le plus grand dépôt pétrolier a été frappé par l'Iran. Voilà la situation réelle. Donc, quand Leavitt dit que l'Iran a été décimé, cela ne concorde pas avec le fait que l'Iran continue de frapper ses voisins tous les jours. Le nord d'Israël continue d'être bombardé et l'Iran ainsi que le Hezbollah continue de frapper le nord d'Israël et Tel Aviv aussi avec des drones et des missiles. La réalité, malheureusement pour la salle de communication, continue de publier ses propres rectificatifs. Leavitt a ensuite trouvé le moyen d'attaquer Biden à travers la question de la réserve stratégique de pétrole. Sa position était que le président Trump libérait du pétrole de la réserve stratégique de pétrole, ou stratégique Petroleum Reserve, de manière sérieuse et responsable, contrairement à l'administration précédente, qu'elle accusait d'avoir abusé de cette réserve pour des raisons politiques, afin de faire baisser artificiellement le prix de l'essence avant une élection. Elle a décrit cela comme quelque chose de méprisable et a insisté sur le fait que Trump remplirait de nouveau la réserve dès que l'opération serait terminée. Même au milieu d'une guerre qui s'élargit, le scénario tend encore la main vers le même accessoire familier. Cette ligne d'attaque est pathétique. Biden n'est plus le président. Biden ne s'est pas précipité dans une guerre contre l'Iran et il ne s'est précipité dans aucune guerre. Ce que Biden a fait, c'est aider l'Ukraine, ce qui est exactement ce que les États-Unis devraient faire, contrairement à Donald Trump qui aide la Russie en ce moment. Trump jette Zelensky sous l'autobus, alors même que Zelensky a la capacité de déployer ses intercepteurs de drones et qu'il essaie d'aider. Donald Trump agit comme s'il n'avait pas besoin de cette aide. On dirait qu'il essaye de perdre cette guerre. Et pourtant, même au milieu de ce désastre, Leavitt réussit encore à transformer toute la discussion en attaque contre Biden. C'est tout simplement un comportement de perdant de la part d'un groupe de perdants. Quand le présent devient impossible à défendre, la mise en scène essaie encore de faire monter le passé sur scène comme diversion. La propagande devient encore plus ridicule à partir de là. Lara Trump a ensuite fait venir Ben Shapiro et lui a essentiellement demandé comment il évaluerait cette guerre jusqu'ici ainsi que l'invasion de l'Iran par Donald Trump. La réponse de Shapiro a été A+. Pour lui, c'était formidable et exactement ce que les États-Unis devaient faire. Il a décrit la conduite de Trump en Iran comme quelque chose d'inédit sur le plan du courage politique et comme ayant le potentiel de devenir un véritable tournant pour le rôle de l'Amérique dans le monde, non seulement pour les 10 ou 20 prochaines années, mais pour le siècle à venir. Selon lui, Trump
réaffirmait l'autorité américaine en affirmant que les États-Unis n'étaient pas un pays qui se replie à l'intérieur de ses propres frontières, ni un pays qui regarde un beau passé tout en se dirigeant vers un triste avenir de déclin. Il présentait Trump comme quelqu'un qui redonne vigueur à une vision d'une Amérique forte sur la scène mondiale et comme quelqu'un qui comprend d'instinct que la paix par la force signifie que les autres doivent savoir que sous le gant de velours, il y a un point de fer. Avec une telle grille d'évaluation, la catastrophe donne apparemment des points bonus pourvu qu'elle soit livrée avec assez d'assurance. Cette interprétation est complètement détachée de la réalité. Objectivement, c'est l'image la plus faible que les États-Unis aient jamais donnée. Des alliés disent en ce moment même que les États-Unis sont incapables d'offrir des garanties de sécurité parce que l'Amérique n'a jamais paru aussi faible. L'Amérique ne peut pas protéger les nations arabes. Elle ne peut pas protéger ses alliés asiatiques. Trump menace les alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Quiconque regarde cela et lui donne à pucer, à mon avis, complètement et totalement dérangé. Le discours de vente continue d'appeler cela de la force pendant que chaque allié lit les petits caractères et cherche la sortie. L'émission s'est ensuite terminée avec Lindsey Graham, qui a essentiellement présenté toute l'affaire comme un succès légitime et a déclaré que quand tout cela serait fini, les États-Unis allaient anéantir le programme nucléaire de l'Iran. Son éloge de Trump était total. Il a dit que Trump était l'homme qu'il fallait au bon moment, que lorsqu'il a entendu que l'Iran était aussi près de 10 armes, il a agi et qu'une fois tout cela terminé, il y aurait une nouvelle aube au Moyen-Orient. Il est même allé jusqu'à dire à Trump qu'il avait fait ce qu'il fallait à le bénir et à affirmer que Steve et Jared avaient littéralement sauvé le monde du terrorisme. À la fin, le segment n'était même plus une analyse, seulement de l'encens qui brûlait autour d'un désastre politique. La partie triste, c'est que tout cela n'est qu'un comportement bizarre, un comportement étrange. Bref. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. France Monde vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.